Fersigny, dont je vous ai parlé ce matin et qui était ministre de l'Intérieur, était tellement zélé pour la maçonnerie qu'il voulut en faire un organe officiel. Cela essayait donc d'arranger que la maçonnerie devint une institution reconnue en France. Et il a fait une demande au Conseil d'État dans laquelle il disait ceci: établi en France depuis 1725, la franc-maçonnerie n'a pas cessé de maintenir sa réputation de bienfaisance et tout en remplissant sa mission de charité, se montre animé d'un patriotisme qui n'a jamais fait défaut aux grandes circonstances. Tels sont l'ordre et l'esprit qui règnent dans cette association, qui ne peut être qu'avantageux d'autoriser et de reconnaître son existence. Pourtant, le Conseil d'État ne marcha pas et le Conseil de l'ordre maçonnique ne marcha pas. Mais ça n'empêcha pas le Second Empire d'imposer à la maçonnerie qu'ils aimaient un cadre très strictement bonapartiste. Et se sont déroulées ainsi une série de comédies dont je vais vous parler. Vous remarquerez que ces comédies, qui sont assez drôles, étaient un effort que faisait le Second Empire pour user la maçonnerie. Mais c'est en réalité, comme vous le verrez, la maçonnerie qui a usé le Premier Empire, le Second Empire, et qui a réussi, en fin de compte, à le rouler et à l'enterrer proprement après l'avoir enfariné. Le nouveau grand maître imposé par Napoléon III était le prince Murat. Vous savez que le prince Murat descendait de Joachim Murat, qui était le fils d'un cabaretier, qui avait une sale gueule, mais qui avait un corps qui montait très bien à cheval, qui se battait bien, et qui en même temps était un homme tout aussi capable de trahir Napoléon Ier que tous les autres maréchaux, puisque en 1914 il a fait un traité secret avec l'Autriche contre Napoléon. Mais enfin, Napoléon avait commencé par faire de lui le roi de Naples, ce qui lui permettait de faire défiler, quand il y avait de la neige à Naples, ce qui était rare, mais enfin on a quelquefois de la chance, ces régiments de nègres habillés de rouge dans la neige. Donc, Joachim Murat n'a pas été un souverain éblouissant, mais ça a été tout de même un homme courageux. Et sa famille, ayant porté la couronne, est encore une famille à la fois très riche et très importante. Et Napoléon III, qui avait de l'amitié pour Murat, a profité du fait que son ancêtre Joachim Murat était grand maître de la maçonnerie à Naples, qu'ils avaient été tous maçons, pour le nommer d'office, le faire nommer d'office grand maître du Grand Orient de France. Le 9 janvier 1952, ils étaient cousins et le prince Murat fut élu à l'unanimité de 132 votants. Seulement, le prince Murat avait deux défauts que les maçons n'avaient pas soupçonnés. Le premier, c'est qu'il était autoritaire. Et le second, c'est qu'il était chrétien et assez sincère, du moins lui ou peut-être sa femme. Sa présidence apporta de l'argent au Grand Orient. Et je vous signale que c'est le moment où les maçons ont acheté et aménagé, de 52 à 59, cette maison de la rue Cadet, que j'ai occupée pendant quelques temps et dont je vous parlerai dans mes dernières conférences, qui est l'hôtel de la maçonnerie. Ce grand maître, donc, avait acheté ça pour 525 000 francs, l'avait fait très beau, mais il exigeait de la maçonnerie une obéissance stricte. Il a réformé la constitution maçonnique. Tous les ordres du grand maître, il fallait lui obéir, il n'avait pas besoin de consulter le suprême conseil. Ces décrets lui donnaient le pouvoir de contrôler tout. Censurer la presse maçonnique, obliger les maçons, ce qu'ils n'aimaient pas du tout, de prendre des billets de loterie impériale, interdiction de discuter les ordres du grand maître dans les loges, etc., etc., etc. Vous imaginez qu'il y a eu ce que l'on appelle maintenant du rififi. Et le journal maçonnique, l'Initiation ancienne et moderne, a fait campagne contre la réélection du prince Murat
d'autant plus qu'il avait été à la messe, ses enfants faisaient leur première communion, tout ça était absolument scandaleux. Et seulement il avait, comme son ancêtre, il avait du courage, il a fait supprimer ce journal, il a suspendu les vénérables qui défendaient ce point de vue contre lui. Alors il y a eu un congrès le 20 mai 1861 pour les élections du grand maître. Murat, qui savait bien qu'il serait en minorité, a fait un décret pour ajourner l'élection jusqu'en octobre 61 pour cuisiner un peu les gens. Les délégués n'ont pas obéi et ont élu un autre grand maître qui était le prince Jérôme Napoléon. Le prince Jérôme Napoléon était le prince non pas le plus fou, il y en avait le plus fou que lui, mais le plus goujat de toute la famille des Bonaparte qui avait beaucoup de goujats. C'était un gros grand homme qui touchait l'argent que lui donnait son cousin, mais qui en même temps l'insultait à toute occasion, qui affichait des idées d'athéisme, de républicanisme, et qui poussait tous ses amis à manifester contre l'Empire. On disait du reste, c'est un magnifique lanceur d'opérations politiques, pourvu qu'il n'en soit pas, parce qu'il n'est jamais des bêtises qu'il fait faire aux autres. Donc, c'était un prince, comme vous le voyez, courageux, loyal, bien bonapartiste. Bien. Donc, le prince Jérôme Napoléon, qui avait l'avantage de ne pas être chrétien, fut élu contre le prince Murat. Le prince Murat protesta, l'armée dut envahir l'hôtel, on échangea des coups, et le ministre de l'Intérieur, de nouveau, intervint, a suspendu toutes les autorisations de création de loges nouvelles, et il y a eu une belle bataille. Mais au fond, c'est l'Empire qui a cédé, parce que le 11 janvier 1962, Napoléon III a fait publier par son ministre de l'Intérieur un décret considérant les vœux manifestés par l'ordre maçonnique de France de conserver une représentation centrale. Le grand maître de l'ordre maçonnique de France, jusqu'ici élu pour 3 ans, en vertu des statuts de l'ordre, est nommé directement par nous pour cette même période. Donc, l'empereur avait l'air d'être le patron. Son Excellence, Monsieur le maréchal Magnan, est nommé grand maître du Grand Orient. Magnan était un soldat, un bon soldat, ce que l'on appelle dans l'armée une bonne vieille culotte de cuir, pas très éclairée. En particulier, il n'avait jamais été maçon. Mais enfin, en 48 heures, on lui a donné les 33 degrés qui faisaient lui un grand maçon. Et comme il ne connaissait rien à la maçonnerie, et qu'il avait un caractère plus facile que les autres, il avait tué pas mal de gens en juin 1948, ce qui ne le rendait pas très populaire dans les loges des bas degrés. Mais enfin, il était moins adroit que le prince Murat, et lui s'est contenté de vouloir réconcilier les maçons avec les maçons, c'est-à-dire faire rentrer les loges écossaises à l'intérieur de la maçonnerie. Mais là, il n'a pas réussi non plus. La maçonnerie, en effet, à cette époque-là, subissait une évolution. La France s'enrichissait et la bourgeoisie moyenne, qui, sous la Restauration et sous la République de Juillet, la monarchie de Juillet, avait soutenu la maçonnerie, en s'enrichissant et en étant satisfaite et en étant un peu snob, commençait à quitter la maçonnerie où entraient de plus en plus ouvriers, artisans, petits bourgeois, épiciers, petits commerçants, petits artistes, etc. Donc il y avait là une transformation qui rendait le maniement par le gouvernement plus difficile. Parce que les gros bourgeois, on leur fait peur facilement, mais les gens qui ont moins de choses, on leur fait peur moins facilement. Il restait, à vrai dire, dans l'écossisme, un certain nombre de loges qui étaient, elles, entre les mains des descendants de l'ancienne noblesse orléaniste et bonapartiste. Vous vous rappelez, messieurs, que si la Révolution a été possible, c'est que le duc d'Orléans avait entraîné à sa suite un 5e de la noblesse française qui était aux États généraux et qui, au lieu d'obéir au roi et à la tradition, se sont ralliés aux tiers États et ont formé l'Assemblée nationale avec des ecclésiastiques également en révolte, et le bas clergé. Donc ce sont les enfants de ceux-là, en général des gens assez tarés, comme la famille de Choiseul, qui à ce moment-là a eu l'horrible histoire du crime.
je ne vous parle pas. Donc, il y avait des gens comme les Choiseul, il y avait des gens comme les Ségur. Les Ségur ont toujours été les profiteurs de tous les régimes. On ne dit pas ça pour aujourd'hui, mais je dis ça pour le passé. Donc, c'était ce genre de gens-là qui étaient dans les loges écossaises, et le grand maître, qui avait le titre de suprême commandeur des princes de la terre, était un certain universitaire qui s'appelait Viennet, qui était plutôt de droite en politique et tout à fait de gauche en religion. Il était un voltairien négateur. Il y a eu une bataille entre le général Magnan et le Viennet pour l'unification de la maçonnerie. On a échangé des insultes. Le général Magnan a publié un décret, le Viennet a dit que son décret était nul, et enfin l'empereur est intervenu, la Grande Loge est intervenue, et on s'est contenté de rester sans rien faire, ce qui est en général quelque chose de très commode pour les gouvernements. Puis Magnan a commis un acte définitif et qui l'a rendu beaucoup plus populaire. Il est mort en 65. Et alors, ceci a permis à la maçonnerie de remporter une victoire. Il a eu tout ce qu'il y avait de maçon à Paris dans son enterrement. Et en même temps, comme il était général de l'Empire, il a été enterré avec pompe à l'église, à une des églises de Paris, je crois que c'est Saint-Augustin, j'en suis pas sûr. Donc, ceci a fait un énorme bruit et a bien marqué le triomphe à cette époque-là de la maçonnerie sur l'Église catholique en ce qui concernait le gouvernement qui donnait toujours raison, comme vous le verrez tout à l'heure, à la maçonnerie sur l'Église dans tous les cas délicats. Ceci dit, la maçonnerie était tantôt d'accord, tantôt hostile au gouvernement. En effet, quand Napoléon III organisait en Italie avec Cavour, sur l'ordre d'Orsini, une révolution qui empêchait l'Italie, comme on l'avait d'abord pensé, de s'unifier sous la direction du pape, pour s'unifier au contraire sous la direction du roi de Piémont, lequel était un maçon, comme Cavour, comme Garibaldi, qui était leur agent, et qui était en même temps l'agent payé par les loges anglaises de gauche, et qui était en même temps aidé par la France. Tout cela, la maçonnerie applaudissait et les loges étaient ivres de joie. Également, les loges étaient très contentes de voir le gouvernement français donner une nouvelle impulsion à l'éducation laïque et antichrétienne. Vous savez que c'était l'époque où, au Collège de France, M. Ernest Renan donnait ses grands cours. Et Ernest Renan, qui était un homme intelligent et fin, et qui avait toujours un côté clérical, mais n'est plus du tout chrétien, Ernest Renan consacrait ses grands cours à employer des procédés subtils, mais des procédés assez efficaces, pour attaquer le christianisme en étudiant ses origines. Ces procédés étaient d'autant plus efficaces que sous prétexte d'un esthétisme large d'esprit, il pratiquait la critique de tout ce qui, dans l'Église primitive, ou à peu près tout, de tout ce qui était spirituel. Et ses cours, comme il parlait bien, comme il avait l'appui de la maçonnerie, avaient un énorme succès. Également, c'était l'époque où Victor Duruy était en train de réorganiser l'enseignement secondaire dans l'université de France. Victor Duruy était un universitaire, il faut dire, extrêmement cultivé, intelligent, et il réorganisait l'enseignement secondaire dans un sens qui aurait été tout à fait le sens, qui était tout à fait le sens des encyclopédistes. C'est-à-dire qu'il fallait donner aux jeunes gens une culture générale, avec une base assez solide de classique, et en même temps une formation historique qui était basée sur l'admiration de la République et sur les idées nouvelles dont nous allons parler, l'idée de progrès et ces idées-là. Les maçons donc encourageaient entièrement, et vous verrez à quel point ils encourageaient cette évolution, qui était exactement dans le sens qu'ils avaient voulu
et ceux d'entre vous qui se le rappellent, qui étaient exactement dans l'ordre d'idées que déjà les maçons de la fin du XVIIIe siècle avaient repris, des gens comme Destutt de Tracy, tout ce groupe dont je vous ai longuement parlé, c'était déjà ce qu'ils avaient essayé de faire à la fin du XVIIIe siècle, mais qu'ils n'avaient pas très bien fait parce qu'il manquait de personnel. Tandis que sous le Second Empire, on avait commencé à former un personnel non chrétien, de petite bourgeoisie ou de moyenne bourgeoisie, qui formait à la fois les fonctionnaires de l'Empire, vous verrez la preuve de ça dans un instant, et qui remplissait les lycées ainsi qu'une grande partie des universités. Ainsi, vous le voyez, la permanence des idées maçonniques et comment, quand ils ont dû renoncer pendant une ou deux générations à cause du travail fait par la Restauration, qui était un travail très soigné, qui avait redonné du bon sens et le sens chrétien dans l'enseignement. Enfin, à partir de 1852, les maçons étaient chez eux dans l'instruction publique et s'y sont installés comme Daunou avait voulu les y installer. Je vous ai parlé longuement de Daunou. Ceci, on s'entendait donc. On s'entendait également sur l'idée d'industrie et sur l'idée de bien-être que Napoléon III avait lancée. Et également, on était très content de voir le préfet spéculateur Haussmann détruire dans Paris les plus jolis quartiers anciens pour faire une belle ville moderne, bien banale, avec de grandes avenues et des maisons que nous trouvons assez laides aujourd'hui et qu'on trouvait magnifiques parce qu'elles avaient 7 étages. Donc, on s'entendait. Seulement, on ne s'entendait pas sur tout. Et on ne s'entendait pas du tout sur la politique romaine de Napoléon III. Dans le monde, voyez-vous, messieurs, le mariage est une opération importante, quoi qu'on en dise. Et c'est une opération qui doit être faite avec prudence, et Napoléon III avait eu le bonheur de la faire avec prudence. Vous me permettrez de vous expliquer ça, vous êtes prêtre, mais il faut comprendre ces choses-là. Napoléon III n'était pas un homme continent, mais c'était pas un méchant homme. Et une fois dans sa vie, il s'est trouvé en face d'une jeune femme qui était chrétienne, très belle, très charmante, et qui lui a dit « Si vous pouvez avoir des relations intimes avec moi, mais seulement si vous m'épousez. » Et comme elle le lui a dit 6 mois de suite, et que lui n'était pas continent, ben il l'a épousé. Et c'est pour ça qu'il y a eu dans la vie de Napoléon III une influence chrétienne de plus en plus grande, parce que Eugénie de Montijo était une femme qui était sincèrement et profondément chrétienne. Et que quand l'empereur voulait commettre un acte trop ouvertement hostile à l'Église, elle le lui disait. Et elle lui copiait des pages de Montalembert ou de Pascal pour lui faire comprendre qu'un souverain ne peut pas faire de plus grandes erreurs que d'encourager dans le peuple l'esprit d'indiscipline et de révolte. C'est ainsi qu'elle obtenait de lui qu'on maintint à Rome des troupes françaises qui aidaient le Saint-Père à rester à Rome et qui aidaient en même temps à repousser les incursions de gens comme Garibaldi de temps en temps. Donc, grâce à Eugénie de Montijo, la France n'était pas entièrement un pays maçonnisé, c'était même, sur un certain point, un pays qui avait encore une certaine façade catholique. Et ça, les gens de la loge ne le voulaient pas. Aussi, pendant que les grandes loges officielles se dépeuplaient, et il y a une statistique que je vous cite parce qu'elle est très intéressante. Les statistiques sont toutes fausses, mais elles indiquent quelquefois des courants. En 1952, quand le prince Murat a été élu, il y avait à ce moment-là 330 loges en France et 169 chapitres, c'est-à-dire écossais. En 1860, après 8 ans d'empire, il n'y avait plus que 170 loges et que 78 chapitres. Et donc, vous le voyez, une chute rapide. La maçonnerie a repris à partir de 1865, mais l'autoritarisme du Second Empire avait empêché le recrutement facile. Seulement,
Dans ces cas-là, la maçonnerie a une ressource. On avait fondé des séries de groupes qui n'étaient pas vraiment maçonniques, mais qui étaient affiliés à la maçonnerie et composés de maçons, et de maçons très actifs. Je voulais signaler à propos de la restauration le travail énorme fait par les maçons pour faire pénétrer les enseignements de Voltaire, de Diderot, de d'Alembert, de Condorcet dans la masse bourgeoise qui ne connaissait presque pas les grands philosophes du XVIIIe siècle. De 1860 au 1858 à 1870, une société maçonnique qui s'appelait la Société Franklin et qui avait fondé des sous-sociétés, des bibliothèques circulantes, des bibliothèques publiques, a répandu dans la petite bourgeoisie et a répandu chez les contremaîtres, ou chez les petits ingénieurs, tous les livres antichrétiens qui paraissaient alors. Et il en paraissait une masse infinie. Donc, la maçonnerie a fait à ce moment-là, vous le voyez, sous le masque de société philanthropique, parce que c'était philanthropique de donner des livres, rien n'est plus bon, meilleur que de donner des livres, un travail de destruction intellectuelle qui s'est adressé dans les villes et les petites villes à un type humain qui de plus en plus remplissait les loges et qui de plus en plus exerçait une influence sur le gouvernement. L'Église s'en est inquiétée. Le pape Pie IX, depuis quelque temps, connaissait la situation et en était mécontent. Déjà, pour les élections de 1861, Monseigneur Dupanloup, qui était le directeur des sociétés de Saint-Vincent-de-Paul, avait protesté. Mais vous comprenez que Persigny s'en était fichu. Seulement, quand le gouvernement imposa l'enterrement à la fois maçonnique et chrétien, catholique, du général Magnan, le pape Pie IX eut un consistoire secret qui ne fut pas trop secret, dans lequel il prononça des paroles que je veux vous citer pour que vous voyez comment il avait su réagir à ce moment-là contre l'action tout à fait audacieuse et tout à fait impertinente du gouvernement français. Pie IX a condamné donc, dans son allocution en consistoire secret, ce qui s'était passé. Les termes étaient extrêmement vifs et désignaient très nettement aux catholiques les maçons comme coupables. Il ne s'en prenait pas directement au gouvernement, mais il s'en prenait aux maçons. Il reprenait l'argumentation de ses prédécesseurs, Clément XII et Benoît XIV, contre la secte. Et il mettait, alors là il se tournait vers le pouvoir civil, il le mettait en garde contre ces loups que le Christ, notre Seigneur, a prédit de voir venir couverts de peau de brebis pour dévorer le troupeau. L'impératrice a naturellement fait montrer ça à son mari, qui n'a pas été très content. Et pour vous donner l'idée que le clergé, malgré toutes les vertus qu'il possède, et malgré les dons qu'elle fait du ciel, n'est pas toujours aussi courageux qu'il pourrait l'être, je vous dirais que sur les 87 diocèses français, seulement 18 se font écho aux paroles du pape. Aix, Annecy, Autun, Avignon, Belley, etc. Je pourrais vous donner la liste si vous voulez. Donc 18 sur 87. Pourtant, la lettre pastorale du cardinal Billet, qui est archevêque de Chambéry, et qui a souligné ce qu'avait dit le Saint-Père, fit-elle beaucoup de bruit, parce qu'elle est tout à fait publique et parue dans tous les journaux. Mais alors, les maçons qui se sentaient soutenus par le gouvernement, eux aussi ont réagi. Les loges de Lyon, Lyon est un des grands centres maçonniques d'Europe. Les loges de Lyon ont protesté en envoyant une lettre au souverain pontife de la religion catholique, apostolique et romaine. Ils étaient presque polis. Ceux de Condom, c'est dans le sud de la France, vous savez, dans la région où on fait du très bon armagnac et où les têtes sont chaudes, au contraire, ont été extrêmement insultants. Le Vatican, disait-il, a lancé ses foudres. Nous sommes excommuniés.
Lorsqu'un pouvoir quelconque est destiné à disparaître et à crouler sous le poids de ses fautes, quelque chose dans l'air indique sa chute prochaine. C'est comme la lumière qui jette un dernier éclat avant de s'éteindre, le dernier son de voix du mourant avant le râle de l'agonie. Ce quelque chose, c'est ce trait enfantin contre une société digne de tous les respects, échappé des mains débiles d'un vieillard succombant sous le poids trop lourd d'une couronne vermoulue. L'image, vous le voyez, est une image maçonnique, elles sont toutes ratées. Parce que quand une couronne est en métal, elle ne peut pas être vermoulue. Ça fait rien. C'est au point de vue style que je vous dis ça. Donc, la bataille était engagée. Et certains évêques eurent un certain courage. L'archevêque d'Auch, connaissant la chose, a déposé une plainte au parquet. Et là, on allait voir comment le gouvernement, le parquet, vous savez, c'est la justice, allait réagir. Or, le gouvernement a laissé tomber. Et le ministre de la Justice a écrit à son subordonné ne pas donner suite à cette plainte, ni exercer des saisies. Je vous invite à donner des instructions dans ce sens à votre substitut de Candon. Pfft, fini. Mais tout de même, on avait réveillé des esprits plus courageux dans l'Église de France, et il y a eu un certain chanoine de Reims qui a fait un beau sermon. Il a été rappelé à l'ordre par le préfet qui l'a convoqué. Les curés de Dax avaient fait également un sermon pour souligner l'action du pape, et le gouvernement a obtenu que son évêque lui passa un savon terrible. L'évêque d'Autun avait refusé de son côté, vers cette époque-là, d'admettre comme parrain d'une petite fille catholique un maçon public, comme publiquement connu. Il avait dit il faut qu'il rompe avec son ordre. Donc le préfet de Saône-et-Oise a demandé à Paris ce qu'il fallait faire, et on lui a répondu il faut obliger ce évêque à accepter. Enfin, le 18 novembre 1965, le journal de Senlis avait publié quelque chose d'assez vert au sujet des maçons. Il s'est fait rappeler à l'ordre et il est obligé de la boucler sous peine d'être fermé. Tout ceci vous montre que le gouvernement était véritablement aux ordres de la maçonnerie. Et que le général Mellinet, qui avait succédé à Magnan, quand il y avait un pauvre curé ou un pauvre prédicateur ou un vénérable évêque qui attaquait la maçonnerie, écrivait directement au ministre de l'Intérieur pour qu'il soit puni et rappelé à l'ordre. C'est vous dire à quel point la maçonnerie pouvait avoir d'impunité et pouvait mener sa bagarre comme elle le voulait. Ceci pourtant était très gêné, puisqu'on vous lit en ce moment-ci les récits de la vie de Bernadette, était très gêné par la renaissance spirituelle qui se produisait autour de Lourdes et dans toute une partie de la France. La maçonnerie, donc, était très puissante, mais en même temps, elle était très tenue à l'œil, jusqu'à un certain point, et c'est à partir de ce moment-là que, voyant ses loges diminuer, la maçonnerie, à partir de 1862-63, est de nouveau passée à l'attaque. Le convent de 1865 a abrogé tout ce que le prince Murat avait voulu faire. Le convent de 1865 également a préparé l'abolition du nom, je ne dirais pas de Dieu, mais du grand architecte de l'univers dans les actes de la maçonnerie. Le convent de 1865 a donné cette rédaction qui, vous le voyez, évitait de parler du grand architecte, en disant la franc-maçonnerie regarde la liberté de conscience comme un droit propre à chaque homme et n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. La grande bataille au nom de cette liberté de conscience va se continuer, et en réalité, ce n'est pas une bataille pour la liberté de conscience, c'est une bataille tout simplement pour arriver à empêcher l'enseignement catholique et la propagande catholique. À cette époque-là également, il faut remarquer dans les loges qui se reforment et qui se multiplient de nouveau, un courant maçonnique extrêmement fort, un courant de violence antichrétienne extrêmement fort. En particulier, je dois vous signaler deux faits qui sont les plus typiques de l'époque.
L'un, c'est l'attitude d'une loge de l'époque puissante qui s'appelait les admirateurs de l'univers. Les admirateurs de l'univers étaient des maçons très zélés et qui s'occupaient spécialement de sujets d'éducation et d'instruction. Cette loge avait donc axé son action, comme plus tard, sous la Troisième République, fera la loge du contrat social, dans ce sens-là. Les admirateurs de l'univers disaient qu'il fallait à tout prix obtenir que l'instruction publique fût entièrement dégagée de tout ce qui avait trait à la religion et de tout ce qui avait trait à l'autorité spirituelle d'un culte quelconque. En même temps, l'un des maçons les plus zélés, dont nous aurons à reparler, qui s'appelait Jean Massé, qui était journaliste, qui était politicien, qui sera plus tard ministre. Jean Massé, donc, le 18 octobre 1866, a fondé une institution qui devait avoir en France et qui a encore une influence immense. Cette institution s'appelle la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement réunissait des cadres maçonniques très forts, auxquels on ajoutait toutes les personnes de bonne volonté, pourvu qu'elles fussent incroyantes, sectaires et un peu imbéciles. Les administrateurs, et c'est le meilleur recrutement, vous savez, les admirateurs de l'univers avaient étudié les moyens les plus favorables pour l'établissement de l'instruction élémentaire, gratuite et obligatoire. Le frère Massé, lui, y travaillait par sa Ligue. L'œuvre de la Ligue, quel était le programme? L'œuvre de la Ligue est bien réellement la mise en pratique des principes proclamés dans les loges, l'exécution de l'engagement que l'on prend en y entrant. Donc, liberté de conscience, liberté de culte, liberté des idées. Et alors, on demandait à tous les membres de répandre, et surtout s'ils étaient des fonctionnaires, de répandre et de propager cette Ligue. Cette Ligue avait comme objet de répandre dans le petit peuple, avec la société Franklin, dans les petits bourgeois, dans ces classes-là, le culte de la science, le culte de la raison et le culte de la libre pensée. Vous voyez donc, nous arrivons là à un tournant où la maçonnerie, qui n'est pas encore carrément engagée dans ce sens, prend le tournant et peut le prendre. Pourquoi peut-elle le prendre? Eh bien, je vous ai déjà parlé des cours de Renan, je vous ai parlé déjà de la transformation de l'instruction publique par un grand maître de l'instruction publique qui était lui-même maçon d'Urville et que Napoléon III aimait bien, mais il faut vous parler ici encore d'autre chose. C'est que la pensée en France évoluait. Les milieux scientifiques prenaient une importance de plus en plus grande et toute une série d'écrivains et de philosophes, l'un des plus en vue fut Taine, T-A-I-N, qui ensuite a pris une autre attitude, pratiquait une doctrine qui était l'ancien positivisme d'Auguste Comte, c'est-à-dire une doctrine qui ne veut étudier et considérer comme vrai que les phénomènes observables de l'extérieur et d'une façon plus ou moins scientifique. En même temps, l'un des plus grands maçons de l'époque, qui s'appelait Littré, qui a fait ce beau dictionnaire, le meilleur de la langue française, Littré rationalisait tout cela et rationalisait les idées nouvelles qui se répandaient d'Angleterre. Ces idées nouvelles venues d'Angleterre étaient d'une grande importance parce que l'Angleterre était à ce moment-là la nation la plus riche, la plus respectée, la plus admirée, la plus brillante et celle qui exerçait, surtout depuis la Révolution de 1948, une influence mondiale incontestable. Donc, deux philosophes anglais à cette époque-là ont permis à la franc-maçonnerie française de renouveler ses idées, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Là, c'était Darwin. Darwin était à la fois un homme qui étudiait, une sorte de philosophe, et Darwin a publié en 1859 son grand livre
Essai sur l'origine des espèces. De l'origine des espèces, 1859. La théorie de Darwin, qui est une théorie fausse, était que les espèces humaines, le singe, l'homme, le chat, la souris, la punaise, sont le résultat d'une transformation sélective et automatique qui est un des procédés de la nature. Donc, l'idée, c'est que la nature, avec un grand N ou un petit N, ou même mettre un petit N, produisait d'elle-même tous les échelons qui ont amené à l'homme et qui ont fait que l'homme est un cerveau différent de ceux des animaux, est une conception savante et logique différente de tout ce que les animaux ont, bien que certains animaux en aient l'amorce, et en somme que l'homme est non pas la créature de Dieu, mais le seul être qui puisse, par sa transformation continuée, telle que la nature lui permet de le faire, puisse devenir une sorte de Dieu. Et comme le disait Renan, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui peut créer Dieu. C'était une de ces formules de cette époque-là, qui ont été reprises, vous devez le savoir, par les soviets. C'est exactement l'idée soviétique. Tout ce monde d'idées que d'une façon plus ou moins à droite, et en tout cas avec une violence terrible, les soviets imposent encore dans tous leurs domaines, et dans tous ces malheureux pays qu'ils ont conquis, ce sont un ramassis d'idées de notre XVIIIe siècle et de notre XIXe siècle. Ils ont très peu inventé. Même Marx, ils ne l'ont pas compris. Quoi qu'il en soit, cette idée-là, que l'homme n'est pas issu du divin, mais est gros du divin, c'est l'idée qu'on trouve dans la maçonnerie et qui lie la maçonnerie avec le marxisme. C'est sur cette base-là que maçons et communistes se retrouvent d'accord. À la même époque, Herbert Spencer, qui était un peu plus jeune, donnait à cette idée d'évolution une forme plus philosophique et moins strictement physiologique. Herbert Spencer a été le philosophe qui a mis au point l'idée qu'avait préparée Condorcet, l'idée du progrès universel de l'intelligence humaine. Cette idée, qui est également fausse, est basée sur le fait que l'expérience humaine s'accumule et que, surtout depuis l'existence de l'imprimerie, des bibliothèques, l'expérience humaine, chaque homme automatiquement est plus intelligente que les générations précédentes et que ceci se continuera de génération en génération, en sorte que l'humanité de l'an 2000 sera suprêmement sage, suprêmement heureuse. Vous voyez, messieurs qui êtes ici, combien tout cela est ridicule, puisqu'enfin, il faudrait croire que vous êtes infiniment plus heureux que vos parents ou vos grands-parents, ce qui me semble, dans beaucoup de cas, n'être pas vrai, et vous verrez la vie que vous aurez, qui sera sans doute pas plus facile que la leur, ni, etc. Mais enfin, en 19e siècle, la science était encore jeune. On était ébloui par les chemins de fer, on était ébloui par les usines. Il n'y avait pas encore trop de grève, on ne s'apercevait pas que l'industrie risquait de détruire la nature et d'empêcher l'homme de se maintenir sur cette terre où il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps et plus heureux si l'industrie avait été moins orgueilleuse et moins destructrice. On ne se rendait pas compte non plus que cette théorie de l'accumulation automatique des connaissances et du savoir était une idée fausse, car l'intelligence humaine est limitée, l'expérience humaine est limitée, et pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, je vous donnerai une référence qui est absolument superbe, que je ne l'ai pas ici, mais je vous la donnerai. C'est une référence de Simone Veil. Simone Veil était une socialiste dont je vous parlerai, qui s'est convertie d'une façon sublime pendant l'occupation, et qui a fait un certain nombre d'essais de spiritualité et d'autres, où elle a montré comment cette idée de l'accumulation des connaissances était une idée fausse, qui ne correspondait ni à l'histoire intellectuelle de l'humanité, ni même aux possibilités réelles de l'esprit humain et de l'expérience humaine. Tout cela, vous voyez, c'était des chimères. Mais c'était des chimères qui avaient le double avantage de paraître raisonnables et de paraître logiques. Ainsi, ces chimères avaient un succès fantastique, et grâce à la Ligue Franklin,
grâce à la Ligue de l'enseignement, on bourrait le crâne de toute une partie de la France. Et la maçonnerie prenait un essor énorme. Essor qui était limité seulement, comme je vous l'ai dit, par la renaissance spirituelle d'une partie du peuple français. Seulement, la maçonnerie sentait de nouveau la vie affluer en elle. Et alors, une transformation également se produisait dans l'esprit non seulement des particuliers, mais des loges. Et voici quelle était cette transformation. Ce n'est plus la vertu et la philosophie et la bonne nature que prêche la maçonnerie. C'est la science, vous voyez, le progrès, l'édification d'une société nouvelle. Dans les loges, on apprend les formules qui préparent le socialisme. On étudie la condition des ouvriers, les systèmes socialistes, les rouages de l'administration. Et on cherche dans les milieux ouvriers des recrues, et on cherche en même temps à se poser en protecteur et en défenseur de ces milieux ouvriers. C'est vers cette époque-là que commence à s'organiser cette fausse science qui s'appelle la sociologie et qui donne naissance à des mots nouveaux dont le principal objet est de remplacer la charité. C'est tout un ensemble de procédés qui, dans la maçonnerie, marque un courant tout à fait nouveau et un courant qui va prendre une extension énorme. Dès que la maçonnerie s'oriente de ce côté-là, une nouvelle équipe d'hommes vient à elle. Et cette nouvelle équipe d'hommes, nous allons la voir à l'heure et nous allons voir à quel point son rôle va être important à la fin du Second Empire. En masse entrent les politiciens dans les loges à partir de 1866-67. À partir du moment où ces idées que je viens de vous dire sont répandues, à partir du moment où elle prend une position violente contre le catholicisme. Les principaux de ces gens que nous retrouverons au début de la Troisième République s'appellent Jules Simon, Emmanuel Arago, qui était un savant, Brisson, qui était un hypocrite, Rouvier, qui était un financier véreux, Laferrière, qui n'était pas grand-chose. Et puis avec ça, un avocat qui avait avalé une trompette, un gros ventre, une brave gueule, et qui était appelé à une popularité formidable. Il s'appelait Gambetta. Mais il était tellement vulgaire que quand il s'est présenté à une loge de Boulogne, on l'a refusé. Il a fallu qu'il aille à Marseille pour se faire accepter maçon. Ces gens-là, donc, sont les héros de la maçonnerie politique. Il n'est plus question de créer une grande loge. Il n'est plus question même de se troubler beaucoup de ce que fait le gouvernement. Ces gens-là sont dans les loges et, avec l'accord tacite des loges, ils préparent un mouvement de fond contre l'Empire. Ils le préparent, et en particulier en exerçant une propagande pacifiste qui aura une grande importance et dont il faut vous parler ici. Cette propagande pacifiste que l'on chante en même temps que la liberté de conscience, on la chante l'union de tous les peuples et la paix perpétuelle pour tous. Deux des maçons qui ont eu à ce moment-là le plus de succès dans les milieux populaires et qui ont fait des livres, des romans alsaciens patriotes qui s'appelaient Erckmann et Chatrian, disaient dans leur livre le plus réussi qui s'appelait Madame Thérèse que les despotes qui divisent les nations pour les opprimer disparaissent de ce monde et que la sainte fraternité réunisse tous les peuples de la terre dans la même famille. Le frère Crémieux, dont je vous ai déjà parlé, avait félicité ses frères un jour où on l'avait reçu parce qu'il n'avait pas fait au-dessus de lui la voûte d'acier, c'est-à-dire des épées croisées, qui était la façon dont les maçons recevaient les gens distingués dans leur loge. Et ils ont mis de côté le glaive, engin de guerre. Il y avait une loge qui s'appelait Mars et les arts. Horreur! On a supprimé Mars et on l'a remplacé par sa bonne amie Vénus. Alors, vous le voyez, ceci marque une tendance nouvelle parce qu'il n'était pas du tout question de ça. Naturellement au XVIIIe siècle, les gentilshommes n'auraient jamais accepté, ni même au début du XIXe, parce que Napoléon Ier n'aurait jamais toléré ça. Seulement,
Napoléon III était en perte de vitesse. L'Empire, le Second Empire s'usait. L'expédition du Mexique, avec l'idée de créer une monarchie catholique dans le Mexique, qui était une idée, semble-t-il, de génie, avait piteusement échoué et avait causé pour la France une humiliation et qui avait achevé de la brouiller avec l'Autriche. La mort de M. de Morny en 1865 avait supprimé le seul esprit vraiment supérieur d'un homme qui savait gouverner et qui mettait dans son cynisme le goût de l'ordre. L'Empire donc était en perte de vitesse et l'empereur eut l'imprudence de proclamer en 1867-68 l'Empire libéral. C'est-à-dire qu'on a supprimé la censure, on a supprimé la surveillance des journaux, on a supprimé toute une série de mesures qui permettaient de tenir l'opinion. Aussitôt, explosion de partout. Il naît 50 journaux nouveaux, dont 30 sont des journaux d'extrême gauche et une dizaine des journaux maçonniques, en particulier le Rappel et puis celui des fils de Victor Hugo. Donc, l'opinion, dans ce qu'elle a de pire, se réveille et commence à se manifester grâce à la défaillance de l'Empire. L'entourage de Napoléon III savait pourtant que les Prussiens armaient, savait pourtant qu'il y avait un bruit de bottes en Europe. Et Napoléon III avait réussi à faire nommer le général Niel, qui était un homme intelligent, comme ministre de la guerre. Le général Niel présenta une loi pour réarmer la France afin qu'elle fût au moins proportionnellement aussi armée que la Prusse. La loi fut votée très difficilement. Mais ensuite, la minorité maçonnique de la Chambre réussit toutes les fois qu'on demandait des crédits à les réduire d'une telle façon que la loi Niel, votée en 68, ne fut en réalité jamais appliquée. L'empereur, à ce moment-là, sans cesser d'être très incontinent, commençait à être fort malade. Et son déclin s'accompagnait chez sa femme d'une inquiétude qui n'était pas heureuse et qui a amené le couple à accepter un ministre maçon. Ce ministre maçon s'appelait Émile Ollivier. Il a pris le pouvoir en janvier 1870. Ce n'était pas un méchant homme, c'était un écrivain libéral, avocat, maçon du Grand Orient, plutôt conservateur, et il voyait dans la liberté le printemps qui rendrait à l'Empire toute sa gloire, toute sa beauté, toute sa paix, toute sa popularité. Et en effet, on pouvait se consoler, puisque aux élections, les candidats gouvernementaux avaient eu 4,5 millions, mais on pouvait tout de même constater que les candidats maçonniques avaient eu, et les autres candidats de l'opposition, avaient eu 3,4 millions. Donc, il y avait une grosse opposition. Et surtout, la région de Paris avait envoyé un groupe d'une trentaine de maçons à la Chambre, qui étaient des gens qui parlaient, agissaient, criaient et faisaient de l'obstruction. Il y avait Gambetta, dont je vous ai parlé, Jules Ferry, Jules Favre, Eugène Pelletan, Jules Grévy, Jules Simon, Ernest Picard. Donc, bien que le gouvernement ait une grosse majorité, le gouvernement était très gêné et se trouvait dans les plus grandes difficultés à cette époque-là. C'était donc, vous le voyez, un moment très difficile. Ollivier était libéral et conservateur, mais les maçons de la Chambre lui disaient qu'il était un traître, qu'il avait trahi la maçonnerie et qu'en réalité, il l'apostrophait. Vous êtes la sentinelle du pouvoir personnel, vous montez la garde près de lui pour faire croire qu'il y a un gouvernement parlementaire alors que véritablement, il n'y en a pas. C'est dans cette agitation que se sont produits des incidents assez ridicules, l'assassinat d'un journaliste qui avait insulté un prince de la famille impériale, lequel était un demi-fou. Et c'était en rien la faute de l'empereur, mais ça a fait un énorme bruit dans Paris, et ça a rendu encore beaucoup plus impopulaire le système. Mais surtout,
ce dont les maçons ont profité, et là il faut bien revoir leur technique. Ce dont les maçons ont profité, c'est la crise de l'été. Napoléon III a été suprêmement maladroit, et il faut dire sa femme aussi. Vous savez que l'Espagne avait fait une de ses révolutions. On avait chassé la souveraine. Donc, il s'agissait de choisir un successeur. Le premier successeur proposé, je vous dis ça parce qu'on ne le sait pas d'ordinaire, par les Espagnols a été le duc de Montpensier, qui était un Orléans, qui avait épousé une Espagnole, qui était un homme intelligent, modéré, prudent, et qui aurait fait un roi très convenable et pas ennemi de la France. Mais Eugénie n'aimait pas les Orléans, et Eugénie a obtenu de son mari qu'on mette le veto aux candidats français. Alors, l'armée espagnole, qui était très fortement influencée par l'armée allemande, a réussi à faire nommer un prince de Hohenzollern, un Hohenzollern catholique. Alors là, catastrophe. Et Napoléon a été obligé de mettre son deuxième veto, ce qui, vous le voyez, aux yeux de l'Europe, était une maladresse sans nom. Le roi de Prusse, qui était l'oncle de ce jeune homme, et qui était, depuis la défaite de l'Autriche à Sadowa en 1966, dominait l'Allemagne, ne voulait pas la guerre. Donc, il a dit, oui, en effet, c'est une erreur, je ne veux pas que mon Dieu soit roi d'Espagne. Et alors, les hurlements des journaux, en particulier des journaux maçons, on dit, ça ne suffit pas, il faut un engagement. Et c'est là où Napoléon a fait la grosse gaffe, de demander un engagement définitif du roi, alors que l'incident était clos. Et c'est là que Bismarck, avec un peu de canaillerie, a fait fabriquer une dépêche qui, au lieu de dire simplement le roi de Prusse a dit qu'il n'y avait pas lieu, a dit, le roi de Prusse a répondu, envoyez promener l'ambassadeur de France. Aussitôt, malgré le gouvernement qui voulait la paix, les journaux, l'opinion publique, la Chambre des députés hurlaient la guerre, la guerre, la guerre. Donc, l'Empire a été mené à la guerre par sa sottise, sa maladresse, mais en même temps par la violence d'un patriotisme très superficiel et très aveugle que les mêmes gens qui avaient saboté la loi Niel, ces mêmes gens-là avaient stimulé et stimulé. L'empereur était malade. L'armée n'avait pas de bon chef. L'armée n'avait qu'une seule arme nouvelle qui était des mitrailleuses magnifiques, mais tellement magnifiques qu'elles ne marchaient pas. Par conséquent, elles s'enrayaient. Elles n'étaient pas au point. C'est comme nos tanks de 1940. C'était superbe. N'avait qu'un ennui, c'est que ça ne collait pas. Par conséquent, c'était tout à fait comme en 1940. Et c'était une manœuvre maçonnique comme en 40. L'armée fut battue, l'empereur fut fait prisonnier, et le Parlement, qui avait une énorme majorité de 200 voix contre à peine 40, pour créer un gouvernement provisoire, s'est trouvé coincé par un coup de force maçonnique, que je vais vous décrire ici, car c'est l'une des révolutions maçonniques les plus caractérisées de l'époque. Dans la nuit, on avait su la défaite de Sedan. Le matin du 4 septembre, Le Siècle, dirigé par le frère maçon Jourde, publia cette annonce. Rendez-vous est pris par des milliers de gardes nationaux pour se rendre sans armes à 2 heures devant le corps législatif. En réalité, ces gardes nationaux étaient encadrés par des maçons et par les groupes les plus actifs de la maçonnerie pour faire le coup de gueule. Et quand, à la Chambre, au corps législatif, on voulait discuter d'un gouvernement provisoire, une manœuvre du frère Crémieux créa un courant tel qu'il y eut une panique, comme en 1948, et que l'on décida, eh bien, on n'a pas le temps, on va faire un gouvernement provisoire pour apaiser la foule. Ce gouvernement provisoire était de 11 membres. Sur ces 11 membres, il y en avait 9 qui étaient maçons: Gambetta, Crémieux, Arago, Jules Ferry, Picard, Gley-Bizois, Pelletan, Jules Simon, Garnier-Pagès. Il y avait un catholique, le général Trochu, qui était un général dans son genre, enfin, et catholique aussi, dans son genre. Donc ce gouvernement était maçonnique.
la France était battue, et en arrivant à Reims, Bismarck avait dit au maire de Reims qu'il avait voulu voir, « Oh, la France est battue, maintenant, je suis tout près de lui donner la paix pour une indemnité de 2 milliards et une bande de 20 kilomètres à l'ouest du Rhin, pourvu qu'il y ait la ville de Strasbourg. » Si vous comparez ça aux conditions qui ont été faites en 1871, où nous avons perdu 3 départements, 5 milliards, et nous avons eu 5 années d'occupation, vous voyez à quel point décider la guerre à outrance quand les armées régulières étaient battues, quand il n'y avait pas d'armes, quand il n'y avait pas d'hommes entraînés, les maçons qui ont donc constitué ce gouvernement provisoire ont été des traîtres à la patrie, doublement. D'abord parce qu'ils ont fait un coup de force à un moment où il fallait de l'ordre, et ensuite parce que, pour couvrir leur coup de force et pour garder le pouvoir, ils ont fait verser des torrents de sang français, et ils ont amené une humiliation nationale et une dégradation nationale qui n'était pas du tout nécessaire, car le roi de Prusse, qui n'était pas encore empereur d'Allemagne, et Bismarck, qui n'était pas encore sûr de lui-même, pouvaient être arrêtés pile à la frontière Est, et la France évitait cette invasion et cette déchéance devant les nations qui a pesé si lourd de 1870 à 1914. Ce que je vous ai montré depuis le début de cette heure, c'est donc comment le Second Empire, en croyant à droit de ruser avec la maçonnerie, s'est fait rouler complètement. Et comment, en se faisant rouler et en témoignant une faiblesse idéologique horrible, il est en même temps arrivé au moment où, sur le plan où il avait le mieux travaillé, c'est-à-dire le plan de l'équipement national et de la dignité nationale, les maçons, en le détruisant, ont détruit les meilleurs des résultats qu'il avait eus, c'est-à-dire bien-être, paix sociale et une sorte d'équilibre. Tout cela a été détruit par le coup de force maçonnique de 1970, qui a été très bien décrit récemment dans un article des Écrits de Paris de Hugues de Changy, qui a trouvé des documents nouveaux qui montrent très bien comment ce coup de force s'est fait et comment c'est encore Crémieux qui en est responsable. Demain, je vous parlerai de la montée de la maçonnerie de 1870 à 1890. S'il y a des 6, je dis 90. Dans ces 20 années-là, la maçonnerie a capitalisé les résultats qu'elle avait obtenus. Et puis, lundi, je vous parlerai alors, de la période 1890 à 1914. Et mon dernier voyage sera consacré aux événements de 14 à 70. Si vous avez quelque chose à me demander, je serai là toute la journée de demain et de 3 à 4h30, vous pouvez me reposer avec moi si vous voulez. Maintenant, si vous avez quelque chose de simple, je peux tâcher de vous répondre maintenant, ici. Oui. Est-ce que Karl Marx était maçon? Vous dites? Est-ce que Karl Marx était maçon? Oui, il était, mais il était maçon allemand. Et puis ensuite anglais. Mais il avait un tel foutu caractère qu'il a été moins influencé qu'il n'a influencé. Il avait un caractère de chien, avec une de ses qualités. C'est comme ça qu'il s'est imposé. Et vous voyez, pour tout ce qui est la maçonnerie allemande, si mon secrétaire Lefebvre m'a dit que ça serait bien l'année prochaine, vous aurez une conférence sur Marx. Je vous ferai une conférence sur Marx, c'est très difficile. Alors, pour tout ce qui est... Oui, je vais vous dire ça, c'est très intéressant. Pour tout ce qui est de savoir qui est maçon, il faut faire excessivement attention. Parce que les maçons brouillent les cartes. Au moment où Pie IX avait commencé à attaquer la maçonnerie, les loges ont publié en France, en Amérique, en Allemagne qu'il était maçon. Et ont même donné des détails qu'il aurait été introduit dans la maçonnerie à telle et telle période. C'était la revue maçonnique Entre Columnas, publiée à Mexico, qui a dit ça d'abord. Puis ensuite, ça a été répété, et on avait affirmé donc qu'il avait été initié à Philadelphie ou bien en Allemagne. Et la chose paraissait comme prouvée. Et le petit Larousse illustré le donnait, tous les journaux le donnaient. La chose était considérée comme autre que ce saint pape, le pape du Syllabus, qui avait une grande sagesse, aurait été maçon. Puis, nous avons eu la chance, pendant que je travaillais au Grand Orient,
de trouver dans la chaîne d'Union, qui était le journal maçonnique assez bien rédigé, d'octobre 85, l'article suivant, qui était adressé au directeur de cette chose-là. Très honoré et très estimé frère Rupert, il avait donc écrit, il avait été prouvé, que le Pie IX n'avait jamais été initié à Philadelphie, mais on pensait qu'il avait été initié en Bavière. Très honoré et estimé frère, en réponse à votre lettre très agréable, j'ai l'honneur de vous avertir que le prétendu diplôme qui établirait la soi-disant initiation du pape Pie IX à la maçonnerie est une invention et toute la chose d'une inepte sottise. Il n'a jamais existé une grande loge de Bavière. Il n'a jamais existé une grande loge du Soleil à Bayreuth. La maison royale de Bavière n'a jamais connu un Guillaume de Wettelsborg comme prince de Bavière ou comme grand maître des loges. Le prétendu diplôme, signé de ses noms, ne se trouve pas dans les archives des 2 loges de Nuremberg. On ne sait pas d'où vient continuellement cette absurde invention à laquelle on a opposé bien des fois un démenti absolu dans divers journaux.